Bien bonjour, l'arbre généalogique des peuples, nous en avons parlé dans notre première vidéo. Et aujourd'hui, nous allons commencer à l'observer d'un petit peu plus près. Alors, un arbre généalogique, ça commence par des ancêtres, c'est comme une pyramide. Et nous avons dit que les ancêtres de toute cette pyramide, ce sont Noé et son épouse Naama. Ils ont eu 3 fils, Shem, Ham et Japhet. Vous allez voir que tout ça, ça va s'étoffer au fur et à mesure. Shem, Ham et Japhet. Et de Shem sont nées 26 familles sur plusieurs générations. De Ham sont nées 30 familles sur plusieurs générations. Et de Japhet, 14 familles. Alors tous les peuples ne sont pas nés en même temps, en vérité, parce que ici, la Torah nous présente les peuples à l'état embryonnaire en Mésopotamie. Vous avez bien compris qu'ici, il s'agit d'une matrice des peuples. Maintenant, les peuples ne se sont pas formés tous en même temps. Ils se sont formés graduellement sur plusieurs générations. Alors, on a déjà une première génération. On a 16 familles qui descendent de Shem, Ham et Japhet, 16 au total, d'accord, qui sont pour l'instant encore de l'histoire des familles. Et puis, de ces familles, eh bien, on va voir que un certain nombre de peuples vont engendrer, de familles vont en engendrer d'autres. Alors, 9 parmi ces 16 familles vont engendrer des sous-familles de peuples et qui elles-mêmes, certaines vont engendrer encore d'autres peuples, vous allez voir. Alors ça, c'est l'arbre généalogique que vous pouvez voir devant vous, c'est un vrai arbre généalogique qui s'étage sur 5 générations. Nous avons donc, dans cet arbre généalogique que vous pouvez observer, nous avons donc 3 grands groupes, d'accord, qui vont essaimer vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Vous allez voir comment ça va se passer un peu plus tard. Et à l'intérieur de ces 3 grands groupes, il y a 7 familles. La connaissance de ces 7 familles va être déterminante pour notre histoire géopolitique moderne. Vous allez voir qu'à l'intérieur d'une même famille, il y a plus de synergie, il y a plus de communautés culturelles, il y a plus d'échanges économiques également, il y a même des ressemblances linguistiques, mais il y a aussi à l'intérieur d'une même famille des rivalités, parce qu'il y a des ressemblances. Alors il peut y avoir des rivalités territoriales au niveau d'héritage commun, il peut y avoir des rivalités économiques. Alors pour vous donner un exemple, la famille de Gomer, nous allons voir que la famille de Gomer, qui fait partie du monde de Japhet, de l'Europe, nous le verrons, la famille de Gomer, qui comporte les Celtes de France et d'Angleterre, les Anglais et les Allemands, Ashkénazes, ont été extrêmement longtemps en synergie, mais avec également de nombreuses rivalités, justement du fait de ces frontières communes et de ces communautés culturelles et économiques dans lesquelles ils ont pu être parfois en rivalité. Donc c'est extrêmement important de connaître ces 7 familles. Vous allez vous rappeler, vous souvenir de ce tableau. On va le reprendre, cet arbre généalogique, et vous allez voir, le projeter sur notre réalité moderne. Alors ce qui, évidemment, on fait un arrêt sur image là maintenant, ce qui nous interpelle, c'est comment, cette idée de pyramide en vérité, parce qu'on a l'impression que on est dans de la mythologie là, vous voyez, que toute une humanité avec 6 milliards d'individus descendent comme ça de 2 personnes en Mésopotamie, qui comme par hasard s'appellent Noé, Naama, etc. Tout ça, on a l'impression d'être dans une mythologie. Et pourtant non. Et pourtant non, nous allons voir comment se fait la pyramide d'un peuple. Alors un peuple, eh bien c'est une pyramide en vérité. C'est une pyramide qui naît à partir d'un nombre très limité d'individus et qui grandit. Alors vous-même, moi-même, on peut faire une pyramide du même genre, hein, ça veut dire, si vous avez, mettons, 3 enfants, bon je dis ça au hasard parce que j'en ai 3 aussi, mais 4 ou 2, on va dire 3, et que vos enfants ont 3 enfants aussi, on arrive à 9, et puis s'ils ont aussi 3 enfants tous, alors on arrive à 27, etc. C'est des puissances de 3, et on s'aperçoit, avec la calculette, qu'au bout d'une douzaine de générations, on dépasse le million. Alors donc, oui, on pourrait faire un peuple, là, moi l'ancêtre, vous l'ancêtre, notre peuple, votre peuple, le mien, mais ça marche pas comme ça,
Parce qu'en fait, cette pyramide qui va naître de vous, de moi, elle va se mêler à d'autres. Elle va se croiser avec d'autres, elle va fondre. Et on aura oublié l'ancêtre, on aura peut-être oublié moi aussi, ou vous, c'est triste, mais c'est comme ça. On aura oublié l'ancêtre, la pyramide se fondra dans d'autres pyramides, et à l'intérieur de quelque chose de beaucoup plus grand qui s'appelle un peuple. Alors comment fait une pyramide pour faire un peuple, en vérité? Alors la Torah comme l'ethnologie nous disent clairement, la Torah dans la Genèse, l'ethnologie à partir des définitions d'Hérodote qui ont été reprises par l'ethnologie moderne. Il faut bien étaler un peu sa science de temps en temps, mais référence quand même. Donc, les définitions, c'est qu'un peuple, c'est des origines communes et le grand critère, c'est la langue. Il faut, pour que cette pyramide tienne ensemble, un ciment. Et ce ciment, c'est la langue. Ce qui va distinguer un peuple d'un autre, c'est d'abord et avant tout sa langue. Alors pourquoi la langue? Alors qu'est-ce qu'une langue? Une langue, bah oui, une langue, c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication, mais c'est pas comme les ordinateurs, les langues informatiques. La langue d'un humain, c'est sa manière de voir le monde. C'est son ressenti par rapport aux choses, par rapport aux situations, par rapport aux objets. Et ce ressenti peut différer. Pourquoi il peut différer? Alors la Kabbale nous explique que la réalité, c'est comme un diamant. En vérité, c'est comme un diamant avec des facettes. C'est une même lumière, qui s'appelle le réel, qui va se diffracter en de très nombreuses couleurs. Alors ce que nous dit la Kabbale, c'est que chaque peuple, chaque culture explore une de ces couleurs. C'est une couleur du monde. Alors c'est très joli comme je le présente, mais c'est comme ça que le présente la Kabbale. La Kabbale présente la réalité comme la diffraction de la lumière, c'est-à-dire une même chose, mais dont on va voir l'intériorité d'une façon différente. Et ça va s'exprimer par la langue. La langue, il ne faut pas oublier, c'est de la musique. On est habitué à parler comme ça, mais en vérité, il y a des intonations, il y a des accents toniques, il y a des A, des O, des U, des voyelles, donc des sons longs. Il y a des consonnes qui viennent couper ces sons longs. Il y a des rythmiques dans les langues qui sont tout à fait particulières. Alors, je vais vous donner un exemple de ces différents mondes. Alors, on va prendre quelque chose de commun à plusieurs langues. On va prendre un prénom. On va prendre Jean. Voilà, Jean, c'est un prénom très commun en français. Jean-Marie, Jean-Claude, Jean-François, etc. Jean. Eh bien, en anglais, c'est John. Ok. Ça ressemble, évidemment. Dans les langues scandinaves que je ne connais pas, mais j'ai cru comprendre que c'est Jan. En espagnol, c'est Juan. Vous voyez qu'ici, on a une Jean, Jan, Juan. On a ici une sorte d'unité, et effectivement, c'est l'unité d'un groupe qui s'appelle Gomer, que nous allons voir, qui est l'Europe du Nord. Et il y a ici une communauté culturelle qui s'exprime par des sonorités communes. Maintenant, je vais reprendre le prénom Juan, et je l'amène dans un autre monde. C'est le monde de la Grèce, de la Méditerranée, que nous allons également explorer. Et on va en Italie. Tout à coup, Juan, en Espagne, devient, en Italie, Giovanni. Vous voyez bien qu'on est dans un autre monde, Giovanni. On est déjà dans un monde plus de l'esthétique, d'une autre approche des gens, une autre approche des choses. Et maintenant, on va aller au peuple père, encore plus loin, à la Grèce, et ça devient Yannis. Vous voyez que de John, on est passé à Yannis. Vous voyez qu'on est passé ici d'un monde à l'autre, et c'est ça qui est passionnant dans le voyage, et c'est ça qui est passionnant dans les cultures. Donc, nous ne vivons pas dans un monde, nous vivons dans des mondes, dans différents regards du monde, et dans différentes manières de l'approcher. C'est ça les cultures.